Est-ce que vous m'entendez? Oui, moyen. Plus près comme ça, c'est mieux? Ok. Bon, alors on va pouvoir commencer cette conférence. Bonjour à tous, je me présente. Ah, on n'entend pas? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui? Ok. Donc je me présente, je suis Anne-Claire Beucher, je travaille chez Federec et je serai l'animatrice du coup pendant cette conférence qui va faire un point d'étape sur la performance de tri et sur les enjeux liés à la baisse de l'enfouissement. Tout d'abord, merci d'être là pour cette conférence. Merci également aux intervenants de s'être prêtés au jeu de cette conférence. Donc aujourd'hui, on accueille 4 intervenants. On accueille tout d'abord Manuel Burnand, le directeur général de Federec, qui va nous donner le point de vue des entreprises du recyclage sur cette question. On aura également le témoignage d'une entreprise de recyclage, puisqu'on accueille Marie-Christine Carvès, qui est membre du comité de direction de Richebourg Environnement et qui est présidente de la filiale Purfer sur le partie sud-est de la France. On accueille Monsieur Guillaume Baumel, représentant de la FNAD et président du syndicat SVDU, le syndicat de traitement et valorisation des déchets urbains et assimilés. Et donc on aura notamment le point de vue des exploitants des ISDND. Et on accueille Monsieur Vincent Coissard, qui est sous-directeur déchets et économie circulaire de la DGPR, qui dépend du ministère de l'Environnement. Voilà, on aura un temps d'échange à la fin de la présentation. Donc je vous invite à noter vos questions pour les poser à ce moment-là. Et on va commencer cette présentation par la présentation par Manuel Burnand du contexte sur ce sujet. Donc Manuel, en 2018, lors de cette même manifestation Polytech, on avait déjà organisé une conférence sur les problématiques liées au stockage. Donc je vous invite à rappeler le contexte. Voilà, effectivement, on revient 3 ans en arrière sur ce même espace avec des représentants FNAD, Federec et je pense qu'il y avait l'administration, j'ai un petit doute, mais où voilà, on faisait face à ces difficultés. Alors en gros, de quoi s'agit-il? La loi de transition énergétique donc prévoit une diminution par 2 de l'enfouissement et donc naturellement les instructions sont données par les préfets au DREAL de réduire les capacités, je dirais, administratives d'acceptation des déchets en centre de stockage. Et dans le même temps, on s'était mis dans une perspective où on pensait, avec tous les efforts des différents acteurs sur la réduction, la prévention, le développement des filières alternatives de valorisation énergétique en particulier, qu'on aurait à un moment donné une courbe naturelle. Et puis dans la vraie vie, c'est pas ça qui s'est passé. En fait, on a un croisement entre la réalité, la production de déchets et les capacités administratives à l'époque. Et dans le même temps, on était dans ce passage de témoin, de responsabilité entre, l'administration centrale relayée par les départements et les régions. Et donc, très concrètement, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'un certain nombre d'entreprises n'avaient plus de débouchés pour le refus de tri, en tout cas sur la partie de la région. Et donc, on a fait un petit peu un tour de France. Il y avait 3 régions, je dirais, sous tension en particulier, la région PACA, la région Rhône-Alpes et la région Grand Est. Sachant que moi, personnellement, j'ai suivi de près la région Grand Est qui a réussi à tricoter un arrangement pour arriver à libérer des capacités. Voilà, on a réussi à rebondir. Bon, après ça, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu, depuis, qui s'est un peu stabilisée, où je dirais les entreprises ont trouvé des solutions, en particulier parfois à l'exportation, puisque un certain nombre de pays offrent des possibilités de traitement de refus de tri. Mais voilà, on a la crise Covid qui a fait qu'on a eu un ralentissement économique, et donc on n'a pas rencontré la tension qu'on avait eue en 2018. Mais voilà, 2021, on sent qu'il y a de nouveau de la tension et on est assez inquiet sur les années qui viennent surtout. Donc voilà, par contre, le côté positif, c'est que les acteurs se sont rencontrés. On a travaillé en région avec l'ensemble des parties prenantes. La DGPR nous a proposé un texte qui va nous aider, on l'espère en tout cas, à arriver à sortir de l'ornière. Et voilà, je ne voudrais pas être trop long, peut-être je réinterviendrai dans la suite des discussions, mais je laisse Anne-Claire continuer à distribuer la parole. Merci. Là, c'est bon. Donc, je vais inviter maintenant Monsieur Baumel à nous faire justement un peu cet état des lieux du stockage en France.
Donc, Monsieur Baumel, vous nous confirmez qu'il y a eu des difficultés sur les années précédentes et comment les centres, les exploitations ISDND ont répondu Adapté. à ces difficultés. Donc effectivement, pour reprendre les propos de Manuel Burnon, 2018 a été une année compliquée. En 2019, grâce aux interactions avec l'ensemble des parties prenantes, on a réussi à trouver des paliers. 2020 a été une année un petit peu particulière avec le Covid, donc l'année s'est passée correctement. Par contre, sur 2021, on sent de nouveau de réelles tensions, avec un double effet, à la fois double effet sur les prix, puisqu'il y a une augmentation de la fiscalité qu'on constate tous, et la loi de l'offre et de la demande fait que les prix augmentent fortement. Les exploitants sont parfois obligés de dérouter des flux pour limiter et respecter les arrêtés préfectoraux. Si on donne quelques chiffres, donc on part d'une situation de référence, je vous rappelle, en 2010, où il y avait 21 millions de tonnes stockées dans les centres de stockage. L'objectif de la loi de transition énergétique, c'était de revenir à 10 millions de tonnes en 2025. Actuellement, alors la collecte des chiffres est toujours un exercice un peu hasardeux, mais on estime qu'on est entre 16 et 17 millions de tonnes. Je laisserai M. Coissard peut-être démentir ou confirmer. Mais donc c'est 16 à 17 millions de tonnes. Ils sont orientés vers 180 installations. Donc 180 installations, on était à plus de 200 il y a encore quelques années. Donc il y a un vrai effort de rationalisation et de fermeture de petites installations pour accompagner la trajectoire de la LTE. Pour autant, les difficultés en fait qu'on rencontre, c'est que on a besoin d'une capacité résiduelle au sein de chaque région, et actuellement le taux de saturation qu'on mesure, le taux de saturation sur chaque site est supérieur à 95%. Ça veut dire que ces 5% en fait sont vraiment indispensables, et on a connu en 2018 donc un pourcentage qui était deux fois inférieur à ces 5. On était entre 2 et 3%. Et là, on revient en dessous de 5% de capacité résiduelle disponible, ce qui met de la tension dans le dispositif. Alors, en fait, c'est assez hétérogène au niveau des régions. Ce qu'on constate, c'est des vrais déséquilibres dans les régions PACA, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Effectivement, sur la région Grand Est, il y a eu une bonne organisation avec des arrêtés préfectoraux complémentaires qui ont permis de trouver des équilibres. Et après, si je continue, la région Normandie, qui jusqu'à maintenant était une région assez à l'équilibre, va, je pense, en 2022 avoir des vrais déséquilibres suite à la fermeture de certains centres de stockage. Et puis enfin, les régions à l'équilibre, c'est les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. On assiste du coup dans ce cadre-là à des flux interrégionaux, des mouvements de flux entre les régions, notamment entre la Bretagne et le Pays de la Loire, mais ça c'est un flux qui est assez historique dans ce sens-là, et puis des flux également interrégionaux entre le nord de l'Île-de-France et le sud du Hauts-de-France. Et puis enfin, comme l'a dit Manuel Burnon, de l'exportation qui commence à s'organiser dans des faibles proportions, mais les pays d'Europe du Nord ont fait des choix assez radicaux en faveur de la valorisation énergétique. Ces pays prenaient largement des flux, notamment des flux anglais, qui se sont arrêtés. Donc potentiellement, ces flux pourraient être remplacés par des flux français. Au niveau de la fédération, en tout cas au niveau de la FNAD, nous on n'encourage pas ces flux vers l'exportation. On considère que ces flux ont une vraie valeur, peuvent remplir des objectifs, notamment par rapport à de la valorisation énergétique ou de la valorisation matière sur le territoire national. Et donc il faut encourager absolument à les garder sur le territoire. Voilà pour le panorama. Ok, et donc en termes d'objectifs, est-ce qu'on va atteindre dès 2025 l'objectif qu'on s'était fixé à moins 50%? Alors je pense que l'objectif de 2025 à 10 millions, on savait tous qu'il était ambitieux. Pour autant, on est dans le mouvement. Voilà, on peut chacun faire notre pari. Je pense qu'à titre personnel, je pense qu'on sera plutôt entre 13 et 14 millions de tonnes. Mais encore une fois, le stockage, c'est la résultante de tous les efforts qui sont faits en amont, à la fois en matière de valorisation, de tri et de recyclage. C'est une conséquence. Voilà.
voilà, donc je pense que l'objectif sera, en tout cas il faut garder cet objectif, il sera, je pense, décalé de quelques années. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Christine Carves, c'est ça, qui va du coup témoigner au titre d'une entreprise de recyclage, donc de Richebourg Environnement. C'est ça. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'interviens en tant que, on va dire, témoin d'une situation qui a effectivement été critique fin 2018 et notamment effectivement par rapport au manque de capacité de stockage dans les centres d'enfouissement et plus spécifiquement, j'allais dire, sur la région sud, toute la région ex-région PACA. On peut juste présenter peut-être quelques points, un point chronologique de ces différents dispositifs. Donc on rappelle la loi NOTRe en 2015 qui a effectivement redéfini une nouvelle organisation territoriale et qui a confié de nouvelles responsabilités, de nouvelles compétences en région. Puis la loi de transition énergétique donc pour la croissance verte. La loi ensuite anti-gaspillage, loi AGEC, avec la création de REP et encore cette année un certain nombre de nouvelles REP, donc responsabilité élargie des producteurs, notamment les jouets, les articles de sport, etc. On arrive à cette année 2021 où après un certain nombre d'interventions sur ces problématiques, un décret a permis d'obtenir un accès prioritaire donc en centre de stockage issu de résidus de tri d'installations performantes. Donc c'est le décret et un arrêté du 29 juin 2021. Donc j'allais dire c'est une première avancée qui permet, et je vais y venir après dans le cadre de nos activités spécifiques déchets métalliques, de nous porter sur ce sujet. On rappelle effectivement aussi le contrôle vidéo en centre de stockage de l'apport de déchets. Et donc l'horizon 2025, ce que vous disiez, hein, diviser par deux les déchets enfouis par rapport à la loi transition énergétique. Et donc avec valorisation énergétique d'au moins 70% des résidus de tri. Les difficultés rencontrées donc en 2018 sur les capacités de stockage ont entraîné l'arrêt d'installations de recyclage. Donc pour le compte effectivement de Richebourg, donc moi personnellement je suis sur la filiale et sur le périmètre Grand Sud-Est, donc on s'est trouvé confronté à un problème donc effectivement de saturation et donc de nous refuser les accès en centre d'enfouissement pour les déchets ultimes issus du recyclage des déchets métalliques. Donc, ce qui nous a obligés à effectivement arrêter un certain nombre d'installations parce qu'on ne peut pas stocker indéfiniment, j'allais dire, des résidus de broyage ultimes sur nos sites pour tout un tas de raisons, de dangers, etc. et d'autorisation aussi notamment. Donc, ça a eu un impact direct. Sachant que les déchets résiduels, qui sont effectivement une quantité infime de ce qui va en centre d'enfouissement, n'étaient pas la cible de la politique de réduction de l'enfouissement. Ça vise essentiellement les déchets non triés. Donc là, moi, je parle d'une activité spécifique qui sont les déchets métalliques, mais effectivement, il y a tout un tas d'autres déchets qui sont concernés. Il faut savoir que donc pour le groupe de Richebourg, c'est 3,6 millions de tonnes de déchets métalliques recyclés chaque année, essentiellement en France. Et que les résidus de tri issus de ces opérations, ça représente à peu près 300 000 tonnes. Donc ces 300 000 tonnes, si on ne peut pas, on va dire, les traiter en centre d'enfouissement, remettent en cause une grande partie de tous les déchets métalliques qui sont par ailleurs recyclés via essentiellement des aciéries et scieries électriques qui refondent l'acier neuf, les fonderies aluminium, enfin, etc. Donc ces différentes mesures nous permettent effectivement de pouvoir continuer, on va dire, nos activités de façon efficace. Donc le fameux décret est déjà une avancée. Maintenant, il va falloir que nos centres de tri qui sont centres de tri performants soient labellisés comme tels par un organisme tiers qui nous permettra, au vu d'une attestation qu'on suppose être une attestation pour présenter au centre d'enfouissement et de façon à avoir toujours cet accès prioritaire dans les centres d'enfouissement. Il y a malgré tout des solutions identifiées pour régler une partie de ces problèmes. Donc,
une plus grande vigilance sur les déchets que l'on réceptionne. Alors c'est un travail qui est fait déjà depuis très longtemps. N'oublions pas qu'on recycle des déchets métalliques, mais que quand on reçoit des bennes de collectivités, de déchetterie, etc., il n'y a pas forcément que des déchets métalliques. Donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus pour limiter au maximum les autres déchets qui n'ont rien à faire dans ce cycle de recyclage. Poursuivre l'amélioration de la performance de nos technologies de tri. Donc il y a déjà eu beaucoup d'avancées aussi, notamment de tri post-broyage. Mais il y a encore des choses qui seront à faire, mais qui demandent toujours un petit peu de temps en matière de recherche. Développer la préparation de CSR. Donc ça, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis maintenant quelques temps. Sur les 300 000 tonnes, toujours issues de nos cycles de recyclage, on a identifié à peu près 200 000 tonnes qui pourraient potentiellement passer par cette étape de CSR. La problématique, c'est qu'il y a des cahiers des charges extrêmement précis pour les différents exutoires, que ce soit des incinérateurs, que ce soit des cimentiers, etc., avec qui on travaille déjà. Et les capacités ne sont pas non plus des capacités extensibles. Donc on est quand même malgré tout, j'allais dire, embêté par rapport à cette problématique, si je peux dire embêté. Et puis effectivement, alerter aussi, ça c'est aussi important, sur l'éco-conception des produits lors de leur fabrication, pour que les produits qui font partie de la conception puissent ensuite être recyclables lors de la fin de vie de ces produits. Donc sur le tri performant, donc ça sera le dernier point qu'on va évoquer. Donc je rappelle effectivement l'instauration d'un accès prioritaire en centre de tri pour les déchets industriels, donc les résidus de déchets issus d'installations performantes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la prochaine étape, c'est la certification des centres, des installations de tri et de recyclage performants, et l'émission d'une attestation qui nous permettra d'avoir cet accès prioritaire. Donc j'insiste sur l'importance de ces accès, parce que aujourd'hui, par manque, on va dire, encore de moyens technologiques suffisants pour pouvoir recycler 100% des déchets métalliques, ça remet en cause tout le système, et c'est-à-dire à peu près 90% de tout ce qui reste dans l'économie circulaire et qui repart vers des filières diverses et variées, on va dire. Voilà. Donc j'en ai terminé sur la partie Merci de Richebourg. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va maintenant laisser la parole à Vincent Coissard, qui va nous présenter justement l'ensemble des mesures qui ont été prises sur ce sujet depuis 2018. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous faire un panorama assez rapide des dernières mesures qui ont été votées, notamment, comme ça a été souligné à l'instant, on a eu une grosse étape en 2020 avec la publication de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, avec pas mal de mesures qui ont visé justement à renforcer les objectifs et à clairement mettre le curseur sur le recyclage et de manière plus générale sur la valorisation matière par rapport à la mise en incinération. Alors si on peut passer les slides. Alors, tout d'abord, pour rappeler les objectifs, parce qu'effectivement, on parle beaucoup, on en a entendu parler au tout début des interventions, des objectifs de réduction de la mise en décharge, mais qui vont avec une augmentation des objectifs de valorisation. Et donc, notamment, à la fois en termes d'en prévention, donc ça qui sont des objectifs franco-français et qui visent donc notamment à ce qu'on réduise la production de déchets ménagers assimilés par habitant et qu'on augmente la part de réemploi. Et c'est là aussi où les filières REP, comme ça a été souligné, ont un rôle important, et notamment aussi avec l'éco-conception et tout le travail des éco-organismes sur le sujet. Une volonté d'augmenter fortement la valorisation, donc en particulier la valorisation matière, avec un objectif de 55% de DMA réutilisés, recyclés d'ici 2025 et 65% d'ici 2035. Sachant que ça, ce ne sont pas des objectifs nationaux, ce sont des objectifs qui sont européens, donc de toute façon qui s'imposent à nous. Et également, parce qu'on voit bien qu'on aura des déchets résiduels dont on ne peut pas faire de valorisation matière, cela majoritairement de les envoyer vers de la valorisation énergétique pour vraiment, une fois encore, limiter au maximum l'enfouissement qui, à part une perte d'espace de stockage, n'a pas grand intérêt. Et puis en termes d'élimination, donc effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, on a un objectif de moins 50% d'ici 2025 par rapport à 2010.
Donc j'ai pas ramené la courbe parce que je pensais qu'elle aurait été présentée, mais je confirme que les chiffres sont bons, c'est-à-dire que notamment on a pu constater qu'en 2018, alors qu'on avait une trajectoire plutôt dans le bon sens entre 2010 et 2015, on a vu que entre 2017-2018, la trajectoire n'était pas bonne, et ce qui a notamment fortement influencé à la fois la hausse de la fiscalité sur laquelle je vais revenir, mais également toutes les mesures qui ont été votées dans la loi anti-gaspillage. Et puis un dernier point à ne pas oublier, parce que ça c'est un objectif qui est national, mais on a un objectif européen qui, quand on regarde, est encore plus ambitieux, même si l'échéance est plus lointaine, c'est d'avoir au maximum 10% des déchets ménagers qui vont en décharge d'ici 2035. Et autant dire qu'on en est encore loin en France. Alors c'est vrai que par rapport à certains pays comme des pays nordiques qui ont beaucoup misé sur la valorisation énergétique, eux ce sera peut-être plus facile. On a vraiment des pays qui ont fait la chasse à la mise en décharge. Ce n'est pas le cas en France. On a plutôt une politique assez homogène vis-à-vis des différents solutions de traitement, on va dire, des déchets ultimes. Mais on voit bien qu'on va avoir beaucoup d'efforts à faire d'ici 2035. Alors si on peut passer à la slide suivante. Juste pour rappeler quelques petites mesures assez récentes, donc la plupart étant issues de la loi anti-gaspillage. Je ne les passerai pas toutes en revue ensuite. J'en ai après juste sélectionné 3 qui me paraissaient plus importantes par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Mais juste pour rappeler qu'en gros, on peut les classer en 4 grandes catégories, les mesures qui ont été prises. Le premier, c'est déjà tout ce qui est renforcement du tri à la source et de la collecte séparée, parce que de toute façon, on ne pourra pas recycler si on n'a pas ce premier maillon de la chaîne, avec notamment l'extension des consignes de tri, la possibilité de mise en place des dispositifs de consignes, le renforcement des obligations de tri. On va passer du tri 5 flux à du tri 7 et même 8 flux, qui est une obligation européenne, et puis la réforme des filières REP avec de nouvelles filières qui vont être créées. Ensuite, le deuxième axe, c'est renforcer le tri et la valorisation des déchets collectés séparément, avec, comme ça a été cité, avantager les installations de tri les plus performantes, notamment pour qu'elles ne soient pas bloquées en termes de mise en décharge. Fixer un niveau minimal de qualité de tri. Donc là, c'est plutôt, on va viser la queue de comète. Donc on a un projet d'arrêté qui fixera quel est le niveau minimal qu'on doit avoir en termes de résidus de tri, en termes de qualité de tri pour pouvoir s'appeler centre de tri. Et ensuite, des interdictions de mise en décharge ou d'incinération pour les déchets collectés séparément. Parce que là, en plus, vis-à-vis du citoyen, si on envoie directement en décharge, en élimination des bennes collectées séparément, c'est le meilleur moyen de rendre incompréhensible notre réglementation. Slide suivante. Ensuite, on va également renforcer les contrôles sur les obligations de tri à la source, que ce soit à travers des obligations de justification via des attestations, des contrôles par un tiers du respect des obligations de tri, où faut aussi appeler un chat quand on met des mesures. Malheureusement, il faut aussi mettre des sanctions, sinon il y a peu de chances que le droit soit appliqué. Donc on a renforcé les sanctions. C'est marrant, quand je parle de sanctions, je vois plein de téléphones se lever, ça doit faire peur. Et puis enfin, renforcer les contrôles et surtout les contraintes sur l'élimination, avec l'interdiction progressive de mise en décharge des déchets non dangereux, non valorisables. Donc ça, je vais y revenir juste après. Le contrôle vidéo, comme ça a été cité tout à l'heure. Et puis la nouvelle trajectoire de la TGAP, où je vais aussi faire un petit focus, parce qu'en fait c'est une trajectoire qui a été votée en 2018, mais qui rentre pleinement en vigueur en 2021. Donc si on peut passer à la slide suivante. Alors justement, dans la loi de finances de fin 2018, on a une nouvelle trajectoire qui a été votée pour qu'on arrive d'ici 2025 à 65 € la tonne pour l'enfouissement et entre 15 et 25 € pour l'incinération. Alors si on passe à la slide suivante, voilà en gros ce que ça va donner. En 2018, on avait plusieurs tarifs de TGAP qui étaient entre 16 et 41 € la tonne, mais avec en gros un taux moyen qui était plutôt autour de 20 € la tonne pour les déchets enfouis. On voit que jusqu'à 2020, on n'a pas d'augmentation parce qu'on a justement souhaité donner de la visibilité et ne pas faire une hausse de taxes immédiate. On a voulu donner 3 ans et c'est vraiment à partir de 2021. Bon, là, on a une grosse hausse pour atteindre, pour l'ensemble des déchets mis en décharge, donc avec en plus la fin de toutes les réfactions qui existaient, qui permet d'avoir un tarif inférieur au tarif habituel, qui arrive à 65 €. On va appeler un chat, on a donné 3 ans de visibilité, mais c'est vraiment à partir de cette année, maintenant que l'ensemble des producteurs de déchets sont face à la hausse, qu'on sent un véritable frémissement sur la recherche de solutions pour améliorer la valorisation. On le savait, ça crée aussi des frictions. On a souhaité donner de la visibilité, mais malheureusement, c'est souvent au moment où les hausses interviennent qu'on réagit. Juste la suivante.
Et donc c'est la même chose pour la TGAP implicable à l'incinération, où on avait des tarifs qui variaient entre 3 et 15 euros la tonne, où on était plutôt autour de 6-7 euros en moyenne. Et donc on va arriver à 3 tarifs, parce qu'on a créé un nouveau tarif, et je vais revenir à l'issue. Donc on a le tarif à 25 euros, mais qui vise très peu d'installations, parce que ce sont des installations qui ne font pas de valorisation énergétique, enfin au sens une valorisation qui est inférieure à 65% de taux de rendement. Mais sinon, le tarif de base, on va dire pour la majorité des incinérateurs, ce sera 15 euros. Et si on passe à la slide suivante pour expliquer le 7,5, ce qui est important, c'est qu'on a prévu non seulement une TGAP incinération divisée par 2 quand on a un tri performant, qu'on a en plus des résidus de tri avec un OPCI et qu'on a une valorisation énergétique supérieure à 70%, donc qui est le même taux de valorisation que pour les CSR pour le coup, donc un peu supérieur à la moyenne habituelle qu'on attend pour un incinérateur. Et puis pour tout ce qui est CSR, on est sur une TGAP nulle. Là c'est carrément zéro. Vraiment l'objectif, c'est vraiment d'inciter aux plus vertueux. Et personnellement, je pense que l'outil financier sera sans doute un des outils qui sera les plus efficaces, parce que l'idée c'est vraiment de rendre d'un point de vue économique le recyclage et de manière générale la valorisation matière plus intéressante que l'élimination. Il faut appeler un chat un chat. À un moment, un producteur de déchets, quand il a des déchets à éliminer, il a quand même un rationnement économique. Et donc si on ne joue pas sur ce facteur-là, il y a quand même de gros risques que ça ne marche pas tout à fait correctement. Alors, ensuite, pour ce qui est de l'autre mesure sur laquelle je souhaitais faire un petit focus, c'est une mesure qui est liée donc, à la loi anti-gaspillage, cette fois-ci, donc, qui a été votée l'année dernière, qui est l'article 10 de la loi anti-gaspillage, et donc a été traduite par un décret qui est paru cet été, et qui vise à interdire progressivement l'admission en décharge des déchets non dangereux valorisables, avec des seuils qui vont être progressifs. Alors on a prévu des exemptions notamment, alors nous ce qu'on appelle les vrais résidus de tri, en gros les résidus de tri des vrais centres de tri entre guillemets, parce qu'on ne veut pas non plus qu'ensuite on ait des faux centres de tri qui soient juste des boîtes noires où il n'y a quasiment pas de tri qui soit fait. On veut quand même viser des vrais centres de tri. Et donc les modalités de contrôle, il y aura une obligation pour les producteurs de déchets de faire une caractérisation annuelle de leurs déchets pour savoir un petit peu quelle est la quantité de valorisable qu'il y a dedans, et un contrôle visuel à l'entrée des décharges. Alors juste, je ne vais pas m'appesantir, mais juste pour que vous compreniez avec la slide suivante. En gros, on a différentes dates d'entrée en vigueur. En gros, on commence par viser en 2022 pour ce qui est non OMR, sachant que, attention, tout ce qui est encombrant, ce n'est pas considéré comme des ordures ménagères résiduelles. Donc on sera plus contraignant sur les encombrants que sur les bacs gris. En gros, ce qu'on prévoit au début, c'est plutôt des seuils par matériau. Donc par exemple, une benne qui contiendra plus de 30% de métal ou plus de 30% de plastique ne pourra plus aller en décharge. Elle devra obligatoirement soit faire l'objet d'un tri, soit aller vers d'autres exutoires. Et puis après, progressivement, donc on va rajouter des nouvelles matières comme les biodéchets, comme les textiles. En parallèle, finalement, des obligations de tri à la source qu'on va avoir justement respectivement sur les biodéchets et les textiles. Et puis en 2025, ce sera plus déchet par déchet, ce sera vraiment en masse cumulée. Alors, les seuils peuvent paraître assez élevés quand on se dit mais 70% ça paraît énorme, mais là par contre on prend vraiment tout le plastique et tout le métal. Même justement un petit morceau de plastique ou un petit morceau de métal qui ne passerait pas dans les grilles d'un centre de tri. Mais c'est vraiment encore une fois pour inciter à ce qu'il y ait un maximum de choses qui aillent vers les bacs de tri pour qu'ensuite on puisse valoriser un maximum de choses dans les centres de tri. Ensuite, le dernier point, donc je ne m'appesantirai pas trop longtemps parce que ça a déjà été rapidement présenté. Donc c'est le fameux décret donc, qui a été publié cet été et qui est là finalement pour donner une sorte d'accès prioritaire, un accès premium pour les centres de tri, les résidus des centres de tri vis-à-vis des décharges. Bon, bien évidemment, il faut mettre quand même quelques garde-fous. Déjà s'assurer qu'on est sur des centres de tri performants et puis pas, comme pour le coup, on puisse avoir de la concurrence déloyale. Il faut quand même faire attention à ça entre les exploitants de centres de tri et les exploitants de décharges. Donc clairement, l'objectif, ça a été de créer un niveau de qualité performant. Donc, ce qui veut dire qu'on ne souhaite pas que l'ensemble des centres de tri puissent atteindre ces critères-là.
Ce qu'on souhaitera, c'est que les centres de tri, je vous ai parlé en introduction qu'on avait en projet un arrêté qui va définir les prescriptions minimales que doivent suivre les centres de tri. Là, par contre, on souhaite vraiment viser les centres de tri les plus performants. Donc, en gros, ceux qui représentent au moins la moitié de la qualité en termes de tri. Et l'objectif, c'est donc de ne pas bloquer la filière de recyclage, on va dire, optimale vers la saturation des charges. Et donc, si on peut passer à la slide suivante, au-delà donc du fait que il faudra qu'il y ait une attestation, comme ça a été dit tout à l'heure, pour attester de la qualité du tri. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette qualité de tri, elle repose notamment sur 2 paramètres, à la fois la quantité d'indésirables sur la matière triée et le pourcentage maximal de refus de tri, ce qui veut dire qu'on veut à la fois que ce qui est trié le soit correctement et qu'on ne retrouve pas de choses valorisables dans les refus de tri, mais ce qui montre aussi qu'il faut qu'il y ait un contrôle en entrée, c'est-à-dire qu'une benne de déchets métalliques mais qui contiendrait en fait 50% de plastique, à un moment ça pose problème. Il est également prévu qu'il y ait évidemment une information préalable du centre de tri vers l'exploitant de mise en décharge pour que l'exploitant de mise en décharge soit au courant finalement des capacités réservées et que le centre de tri soit capable de justifier ces quantités réservées, hein, parce que l'idée c'est pas non plus de créer de la saturation alors qu'il n'y en a pas. Il y aura suffisamment de friction comme ça dans les années à venir par rapport à la baisse de la mise en décharge. Et puis ensuite, en termes de tarifs et de prix, parce que comme je le disais en disant tout à l'heure, l'aspect économique c'est quand même souvent le nerf de la guerre. Une volonté à la fois côté exploitant de décharge qui ne puisse pas faire du dumping en rehaussant artificiellement le prix, c'est-à-dire que ça annulerait la mesure si en gros certes on peut réserver des capacités mais qu'en même temps le prix explose. Donc le but c'est que ce soit le même prix que pour les autres déchets équivalents. A l'inverse, l'idée aussi c'est qu'une fois que les capacités soient réservées, le centre de tri il a un engagement. Et donc, bien évidemment, sauf cas de force majeure, hein, quand on entend un cas de force majeure, c'est par exemple le centre de tri qui a malheureusement eu un incendie. Et donc là, évidemment, il n'est plus en mesure de produire. Hein, il a plus son autorisation ICPE le temps qu'il ne s'est pas mis en conformité. Mais sauf ce cas-là, que le centre de tri soit obligé de payer, par contre, les capacités qu'il a réservées. Voilà. Il y avait une slide également oui, sur... j'ai oublié. Ah oui, le plus important. En plus, j'arrête pas de dire que l'argent c'est important. Puis là, c'est dans le bon sens. C'est pour dire que pour tout ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a pas mal d'aides en ce moment qui sont disponibles. Alors, au-delà du fonds économie circulaire qui est doté de 164 millions par an, et donc ça qui est un dispositif qui existe depuis des années, on est dans une période où on a envie de dire à toute chose malheur est bon. On a eu la crise Covid l'année dernière, mais qui nous a permis d'avoir un plan de relance. Et on a 500 millions d'euros qui sont dédiés et fléchés uniquement sur l'économie circulaire, avec notamment 226 millions sur l'investissement, le réemploi et le recyclage du plastique, et 274 millions sur la modernisation des centres de tri, le recyclage et de la valorisation des déchets, dont les CSR, qui a été cité tout à l'heure. On a très récemment, ça a été présenté au mois de septembre, une stratégie d'accélération recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux qui cette fois-ci est dotée de 370 millions d'euros sur une période un petit peu plus longue. C'est-à-dire que là c'est sur la période 2021 et 2026 et là on va plutôt viser de l'innovation et un petit peu des technologies de rupture en visant notamment tout ce qui est plastique, matériaux composites, textiles, métaux stratégiques, papier, carton. Et puis je ne l'ai pas mis dans ma slide parce que j'ai envoyé mes slides lundi et qu'il fallait laisser la primeur à Emmanuel Macron de faire les annonces du plan d'investissement France 2030. Mais on a également des fonds qui ont été prévus pour renforcer notamment tout ce qui est recyclage des plastiques et recyclage des terres rares et des métaux stratégiques, notamment pour accompagner la transition écologique dans les secteurs d'avenir. Donc en ce moment, on a certes beaucoup de modifications réglementaires, législatives, mais on a aussi des moyens qui sont consacrés. Donc moi j'ai qu'un conseil, si vous avez des projets, si vous êtes porteur de projet, ça tombe bien, c'est l'ADEME qui est opérateur de l'ensemble de ces aides-là. Donc rapprochez-vous des directions régionales pour voir de quelle manière vous pouvez être aidé par l'ADEME pour vos projets. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Je pense que nos intervenants souhaitent peut-être réagir par rapport à toutes ces mesures avant de donner la parole à la salle.
Ouais, je pense que concrètement, on a mis tous les outils sur la table, hein. Juste peut-être de noter que Federec s'est lancé dans une labellisation des centres de tri performants, de manière à faciliter la vie des entreprises, d'avoir une production donc avec un contrôle par un tiers. On a affaire effectivement à une réglementation assez complexe. Et puis l'autre volet, c'est à partir du moment où il y a des entreprises qui font déjà l'objet d'un certain nombre de contrôles par des éco-organismes ou par d'autres structures, essayer de simplifier et d'éviter d'avoir une multiplicité de contrôles sur les sites. Voilà, et puis voilà, on attend, je pense, dans les prochains mois la totalité des textes. Et puis après ça, c'est le côté pratico-pratique, hein. Je pense que ça sera important qu'on ait une phase un petit peu de transition sur ces sujets-là, de voir les retours d'expérience et comme on a l'habitude de beaucoup dialoguer avec la DGPR, hein, puisqu'on a chaque semaine 2 ou 3 textes à étudier, donc on se croise régulièrement. Merci. Monsieur Baumel, vous voulez réagir également? Dire simplement qu'on est tous face à cette problématique et effectivement il faut en gros trouver 6 millions de tonnes, enfin détourner 6 millions de tonnes du stockage pour aller vers des modes de valorisation plus vertueux. Moi je pense effectivement que 2022 va être une année de test et il faudra faire preuve de beaucoup de pragmatisme parce que les textes sont quand même compliqués dans leur application. On en voit bien la philosophie et le sens. Mais pour autant, il y a un vrai risque de contentieux contractuel entre nous, entre les opérateurs. Donc je pense que l'année 2022 va être une année effectivement de transition. Merci. Est-ce que... Non. Très bien. Alors, du coup, je vais laisser la parole à la salle. C'est le moment des questions-réponses. Voilà, qui se lance pour une première question. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Comme toujours, la première question étant la plus difficile, peut-être que je vais oser une question sur la TGAP. Est-ce qu'il y a une visibilité après 2025 sur ce taux de TGAP? Alors, clairement, l'objectif, il n'y a pas de volonté pour l'instant de prolonger la trajectoire, hein. Elle est déjà assez importante d'ici 2025. Je pense que de toute façon, il faudra effectivement qu'en 2024 et 2025, qu'on regarde où on en est. Est-ce qu'on est plus proche des 11 millions ou est-ce qu'on est plus proche des 13 ou 14 millions? Je pense que clairement, c'est un objectif ambitieux, hein. Personne ne le dément. Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Je pense que déjà, ce sera un premier seuil, le 65 €. Et donc je pense que là, c'était aussi ça un petit peu l'objectif de la loi de finances qui a été passée fin 2018. C'était justement de donner de la visibilité sur les 7-8 prochaines années. Parce qu'on sait bien aussi que les investissements, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Bon, on sait aussi que voilà, les acteurs ont pu mûrir des choses dans les cartons pour pouvoir ensuite les présenter au bon moment, mais maintenant il faut que les investissements ils sortent de terre. On voit qu'on a pas mal de nouveaux objectifs et d'obligations de tri ou de collecte séparée, que ce soit sur les biodéchets, que ce soit dans le secteur du bâtiment. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'il faudra qu'on fasse le bilan à partir de 2023-2024, et sachant que je pense qu'effectivement 2022 sera une vraie année de transition. On aura à peu près l'ensemble des textes réglementaires qui seront publiés. On aura les nouvelles filières REP qui seront en train de démarrer. Alors bien évidemment, hein, comme toute nouvelle filière REP, c'est pas du jour au lendemain qu'elles peuvent être opérationnelles, mais c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet de la mise en œuvre sur le terrain. D'accord, parce que du coup, pour les business plans qui sont montés actuellement, on peut partir sur 65 € la tonne quelques années après 2025 et plus peut-être plus tard, quoi. C'est ça? En tout cas, il n'y aura pas de baisse. Je pense que voilà, c'est pas l'objectif en tout cas. J'imagine. Ok. Alors, est-ce que des questions sont arrivées dans la salle? Oui. Bonjour, je suis Goline Solaire, la fondatrice d'une start-up de recyclage un peu atypique, on va dire. Bon, d'ailleurs, on est sur le stand de recyclage start-up, là, juste derrière. Ma question, commentaire, interrogation, elle porte sur cette contradiction que je perçois, moi, à mon niveau. Donc, on est une start-up qui propose une solution qui sera industrielle, mais évidemment, vous imaginez bien qu'entre la R&D et l'industrie à grande échelle,
il y a une progression qui peut être malheureusement plus lente que ce qu'on souhaiterait. Et ce que je perçois, c'est une envie de recyclage, mais une envie de recycler dans un domaine assez traditionnel, c'est-à-dire chaque matériau qui devient son matériau d'origine en version secondaire. Et je trouve qu'en termes d'innovation, l'acceptation de filières qui sortent des sentiers battus, nous on va faire de la planche à partir de plastique, est assez difficile à faire passer, soit au niveau des éco-organismes, qui cherchent des choses assez classiques et puis qui maintiennent les matériaux dans leur filière d'origine, soit en termes de low-tech. Moi, je sens très très peu d'appétence pour la low-tech et c'est dommage parce que c'est moins cher. Soit en termes de coût, justement, tout ce qui va être très complexe, plaît plus, fait briller les yeux et puis motive. Et au niveau aide de l'État, ADEME et autres, nous, on se heurte à ce côté low-tech et le côté très pragmatique du recyclage, de sortir des sentiers battus. On recycle les plastiques, mais on ne les recycle pas pour en faire du plastique très haut de gamme, parce qu'on sait que ça serait possible, si c'était possible, ce serait déjà fait. Et moi, je suis assez ennuyée parce qu'on essaye de privilégier l'extraction des plastiques des filières enfouissement et incinération, et on n'arrive pas à sortir comme une filière innovante et une filière à potentiel. Donc je voulais savoir si c'était assez naturel de votre point de vue de rester dans le monomatériau et dans la filière qui valorise son déchet dans son origine initiale, ou si on peut vraiment aller vers des filières innovantes au niveau des matériaux. Je rajoute le dernier point, c'est que pour innover dans les matériaux et dans le recyclage, donc, il faut aussi une réglementation qui accepte des nouveaux produits et qui n'attend pas qu'ils aient les performances des matériaux traditionnels qu'on connaît. Donc on arrive à des choses nouvelles, mais qui sont bloquées par beaucoup de facteurs culturels ou réglementaires, en fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer ça et nous donner de l'espoir ? Oui, alors Merci. déjà peut-être vous dire qu'on a dans le cadre du comité stratégique de filière déchets, donc vous savez que la France a structuré une vingtaine de filières, je dirais, stratégiques pour le pays. Donc on a la filière automobile, on a la filière aéronautique, on a la filière chimie et on a la filière déchets. Et donc on a la chance d'avoir un terrain de jeu avec les pouvoirs publics pour développer de manière générale la valorisation des déchets. Et à ce titre, on a un volet start-up. Et donc ça veut dire qu'on a labellisé un certain nombre de start-up. Et ça veut dire quoi labelliser? Ça veut dire qu'on accompagne au titre du CSF les startups dans leur développement commercial pour justement les accompagner je dirais sur les nouveaux marchés. Donc ça prend la forme d'abord, je dirais, d'une première on va dire audit, puisqu'on a eu un certain nombre de candidats, donc je crois une vingtaine d'entreprises labellisées, et derrière on rapproche, on parraine en fait les startups avec des entreprises du recyclage ou de la valorisation des déchets. Donc ça c'est dans l'idée d'accompagner les startups, les gens qui ont des idées, de confronter ça à la vie réelle, au marché, et puis ce que vous avez évoqué, la question de la réglementation. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a de manière générale intérêt à tourner dans la même fonction. C'est-à-dire que quand vous avez un tube en PVC, si vous refaites du tube en PVC, vous gardez la valeur initiale qui a été mise par la chimie. Quand vous avez un acier ou un aluminium qui a certaines caractéristiques, si vous restez dans la même fonction, vous conservez la valeur. Alors, on ne peut pas toujours le faire, parce que ça veut dire qu'il faut d'abord avoir le débouché et il faut avoir le process pour remettre le grade spécifique dans la filière. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la place pour du downcycling, mais là, ça veut dire qu'il faut qu'on l'évoque, si vous voulez, il faut se projeter. Et là, je pense que vous avez besoin d'être accompagné. Donc voilà, je vous inviterai à vous retourner vers Nora Wegner, qui est la déléguée générale du CSF. Après ça, je ne sais pas si Vincent va faire une réponse complémentaire. Non, je pense que effectivement, dans le cadre donc, du comité de suivi de filière, qui en fait, alors il y a, pour ceux qui ne connaissent pas les comités de filière, en fait, c'est des contrats qui sont passés entre différentes filières et l'État. Donc en ce qui concerne le CSF déchets, c'est un contrat qui est signé notamment avec le ministère de l'économie, des finances et de la relance et le ministère de la transition écologique et la filière déchets, justement pour prendre tout un nombre d'engagements réciproques pour faire avancer les différents sujets. Et effectivement, et là je pense que c'était assez unanime, il n'y a pas eu de divergence entre l'État et les opérateurs de déchets sur l'importance des startups. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, alors souvent il n'y a pas tant de freins réglementaires que ça. Par contre, en fait, il peut y avoir des freins normatifs. Et ça, il faut appeler un chat un chat. L'État, c'est pas lui qui fait les normes.
Et donc le meilleur moyen de jouer là-dessus, c'est vraiment d'arriver à avoir du partenariat avec l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait une volonté globale de l'industrie de marquer le pas. Après, clairement, nous, sur l'aspect startup, c'est des choses qui sont bien valorisées. Il existe des dispositifs spécifiques du côté de l'ADEME également pour les aider. Après, moi, le juste petit point de vigilance sur lequel j'attirais votre attention, c'est qu'effectivement, il faut veiller à ce qu'on ne vise pas des mêmes gisements qui pourraient ensuite être de nouveau recyclés X fois. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, également avec l'ADEME, on fait attention, c'est-à-dire que le recyclage en boucle ouverte, où finalement on arrivera à recycler une matière une fois, mais ensuite que le produit qui dérivait, celui-là, ne deviendrait pas recyclable, ça, nous, c'est quelque chose qu'on cherchera plutôt à éviter. Par contre, si on a après les mêmes degrés de recyclabilité, ou si ça vise des gisements qui, de toute façon, aujourd'hui, on ne pourrait rien en faire, là, par contre, il y a une marge de main-d'œuvre. Et je pense qu'il faut justement ne pas opposer les différentes solutions. Dans un domaine beaucoup plus classique du recyclage du plastique, on peut par exemple des fois avoir tendance à opposer le recyclage mécanique et le recyclage chimique. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Par contre, il faut justement identifier quelle technologie est la plus adaptée pour quel gisement et pour quel usage par la suite. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y, lancez-vous. Guilain Chasserio, bien connu sur la place. Oui, j'interviens donc au titre de la FEDEN. Moi, ma question est plutôt pour M. Coissard. Vous disiez tout à l'heure, vous sentiez un frémissement lié à l'augmentation de la TGAP sur l'enfouissement, le stockage. Est-ce qu'à un moment, compte tenu de ce frémissement, si jamais les capacités de recyclage n'étaient pas au rendez-vous, et pour éviter que des déchets quittent la France, vous envisagez une mise à jour des capacités de valorisation énergétique des déchets? Et si oui, comment, quelle modalité? Enfin, moi, j'imagine qu'on ne va peut-être pas pouvoir tout recycler et qu'à un moment, il va falloir faire quelque chose quand même des déchets qu'on ne mettra plus en enfouissement. Et bien évidemment, la valorisation énergétique des déchets a, de mon point de vue, sa place. Voilà, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Il n'y a pas de limitation des capacités de valorisation énergétique. En fait, la difficulté, c'est plutôt d'arriver à construire aujourd'hui un nouvel incinérateur. Et c'est plus là l'enjeu. Et d'ailleurs, ce qu'on voit généralement, c'est plutôt des modernisations d'installations existantes, parce que généralement, quand on a un incinérateur qui est déjà présent à un endroit, je veux dire, il y a une certaine acceptabilité locale où les gens peuvent savoir ce que c'est. Et pour moi, il n'y a pas, contrairement justement à la mise en décharge, où là, on a clairement des objectifs de baisse. Il n'y a pas d'objectif spécifique, si ce n'est justement de viser au moins 70% de valorisation énergétique des déchets non valorisables, enfin qui ne peuvent pas être recyclés, mais en fait qui prend en compte qu'aussi, en fait, dans les déchets non valorisables, il y a des déchets qui ne brûlent pas, donc entre guillemets, c'est un peu idiot d'envoyer des granulats dans des incinérateurs, à part faire des mâches fer, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, là où justement le gouvernement, depuis maintenant 5 ans, a vraiment mis les moyens et des objectifs, ça sera plutôt sur tout ce qui est CSR, donc les combustibles solides de récupération, justement pour qu'on ait des nouvelles installations. Donc on a parlé tout à l'heure, je crois, des cimenteries par exemple, mais il n'y a pas que les cimenteries, heureusement. Justement pour utiliser tous ces CSR là, on a plein de projets qui ont fait l'objet d'aide de l'ADEME. Maintenant, il faut qu'ils sortent de terre. Et je pense que ce sera plutôt là-dessus, parce que personnellement, je pense qu'en termes de valorisation énergétique pure, on restera à peu près aux capacités actuelles. J'ai des doutes, mais voilà, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis de la DGPR ou du MTE, mais j'ai des doutes sur le fait qu'on augmente fortement les capacités. Et à mon avis, ce sera plutôt à travers notamment de la production de CSR pour faire de la valorisation un peu plus intéressante encore des résidus de tri. Je complète juste avec une inquiétude qui est de voir que dans la planification régionale, énergie, climat, déchets, il y a quand même peu de projets. Il y a parfois même des interdictions.
et qu'on est du coup dans des approches qui ne sont plus économiques, où on dit ben voilà, sur tel territoire, tout est gelé, on ne peut plus faire de projet même CSR, que du coup il n'y a plus de raisonnement par bassin de vie économique ou par bassin de production de déchets. Voilà, moi c'est un peu cette inquiétude, c'est de voir aussi la pauvreté de la planification, en termes de planification, mais qui ne dépend pas forcément de vous, qui dépend du coup plutôt des régions, et de voir que finalement ce sujet-là n'est peut-être pas suffisamment anticipé dans les régions. Après, sur ce sujet-là, et d'ailleurs ça a été très, très bien redit tout à l'heure, c'est que finalement c'est lié à la loi NOTRe qui reste encore relativement récente. Et d'ailleurs, certaines régions n'ont pas totalement fini leur exercice de première planification. Et c'est vrai que ce sera sans doute après un cycle de planification que les régions, alors certaines sont déjà très avancées, ont vraiment des plans où on voit, mais parce que c'était des régions qui avaient déjà une forte implication sur la thématique déchets ou sur la thématique économie circulaire. Il y a des régions où c'est un peu moins avancé, mais on peut espérer que justement dans les exercices de planification à venir ce soit pris en compte, d'autant plus que de toute façon, tant au niveau européen qu'au niveau français, il y a des obligations de révision à minima tous les 5 ans, avec les élections de conseils régionaux notamment, qui sont prévues et qui doivent justement permettre, quand à un moment on a eu une région qui allait un petit peu trop dans un sens ou un petit peu trop dans l'autre sens, de pouvoir justement réajuster, puis par ailleurs à la réalité du terrain et l'évolution concrète au cours des dernières années. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions supplémentaires. S'il y a des questions. Pas de questions. Pardon, j'ai mon... Ok, bah alors on va conclure du coup cette conférence. Je ne sais pas si vous voulez faire un dernier mot, ou sinon je remercie tout le monde voilà, d'avoir assisté. Merci beaucoup.